Eh bien, on a pris un peu de retard, donc je vous propose de passer à cet après-midi, aux deux sessions de cet après-midi, avec la première du coup. Donc j'invite Marine, Valérie, Laurent et Florian à me rejoindre sur scène. Du coup, vous pouvez vous asseoir. Et c'est apparemment Marine qui commencera. Donc un petit rappel sur les modalités. Donc 10 minutes de présentation et 10 minutes de questions. Vous pouvez venir... Déjà, bonjour à tous. Alors, je suis doctorante sous la direction de Thierry Meyer et Benoît Testé. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude sur l'impact des témoignages occultants. Qu'est-ce que l'occultation ? L'occultation, elle est observée chez les individus amenés à produire des conduites transgressives à l'égard de règles morales ou pénales. En fait, dans la littérature scientifique, de nombreuses approches existent sur l'occultation. En sociologie, on parle de techniques de neutralisation. En psychologie sociale, on parle de désengagement moral. Et dans le champ spécifique des violences, on peut parler de Darvo ou de blâme, déni et minimisation. Par souci de clarté et d'exhaustivité, Captain et Van Helvoort ont réduit l'occultation à deux grandes formes. La première, c'est le déni de responsabilité, où l'individu va nier sa responsabilité soit à partir d'éléments internes non contrôlables, par exemple le manque de contrôle de soi ou l'impulsivité, ou il va nier sa responsabilité en blâmant les circonstances, par exemple en blâmant la victime ou en blâmant le contexte. La deuxième forme, c'est le déni des conduites, le déni des faits, où là, l'individu va pouvoir se déresponsabiliser en distordant les faits, soit en les niant ou en inventant de nouveaux, soit par déni de la norme, c'est-à-dire en minimisant les faits. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le champ de l'occultation dans le cadre des violences conjugales, et plus spécifiquement dans le champ du contrôle coercitif. Et le contrôle coercitif, c'est un ensemble de comportements qui vise à établir un rapport de pouvoir sur le partenaire, le ou la partenaire. Et le contrôle coercitif dépasse l'aspect strictement coercitif des violences, dans le sens où il engendre une privation de liberté et une privation d'autonomie pour la victime. Donc, comme on le voit sur le schéma, il y a deux grandes formes, le contrôle et la coercition, qui fonctionnent en parallèle, mais à l'intérieur desquelles il y a une dynamique. Le contrôle se fait par l'établissement de règles, la privation ou l'exploitation, par exemple par l'isolement, par la privation de ressources ou par la microgestion du quotidien, comme le fait de contrôler les allées-venues, de contrôler les contacts de la personne, et se mettre en place l'usage de la force et de la menace pour contraindre au contrôle ou pour empêcher une résistance au contrôle, par cette fois-ci les violences, qu'elles soient physiques ou sexuelles, ou qu'elles soient de l'ordre de l'intimidation, telles que les menaces ou le harcèlement. Donc, les auteurs de contrôle coercitif seraient aussi susceptibles d'occulter leur conduite. Malheureusement, il y a une absence de travaux empiriques dans le champ du contrôle coercitif, même si quelques études existent sur l'effet de l'occultation. Elles sont très rares et elles ne sont pas dans ce champ-là. Et en l'occurrence, dans le champ du contrôle coercitif, l'occultation, en théorie, faciliterait le maintien de ce phénomène sur la victime, notamment parce qu'il permettrait de neutraliser les tiers ou même de faire gagner l'adhésion des tiers auprès de l'auteur de violences conjugales. Donc en cela, l'occultation constituerait une stratégie qui se manifesterait dans la sphère publique, là où la plupart se manifestent dans la sphère intime, d'où l'intérêt de l'étudier. Et l'objectif est donc de tester l'effet de l'exposition aux témoignages occultant le contrôle coercitif sur la perception de la victime, de l'auteur et des faits. Donc pour cela, une étude expérimentale a été mise en place auprès de 324 étudiants en psychologie à l'Université Paris-Nanterre. Alors les participants étaient répartis dans 3 conditions et prenaient connaissance de vignettes. C'était un scénario à l'intérieur duquel ils prenaient d'abord tous connaissance d'un premier témoignage, le témoignage de la victime présumée, donc qui s'appelait Amélie. Et Amélie était convoquée par la CPE, c'était une élève de terminale, convoquée par la CPE pour des conduites scolaires inhabituelles, comme des retards, des devoirs non rendus. À partir de cette introduction, le témoignage de la victime
évoquait des éléments de contrôle coercitif, donc qui n'étaient jamais explicités comme tels, mais c'était de l'ordre de Jules, puisque son partenaire aussi en terminale s'appelait Jules. Jules est possessif, il est jaloux, il me surveille, je ne peux rien faire sans lui, etc., etc. Et dans les conditions de déni de responsabilité et de déni des faits, on ajoutait à ce témoignage-là le témoignage de l'auteur présumé, c'est-à-dire de Jules. Dans le déni de responsabilité, Jules niait les faits en blâmant la victime, c'est-à-dire qu'il disait que c'était plutôt elle qui était jalouse et qu'elle était instable émotionnellement. Et dans la condition de déni des faits, l'auteur présumé, donc Jules, occulté en minimisant les faits, c'est-à-dire en disant que les faits étaient disproportionnés par rapport à la réalité et qu'il n'était pas nécessaire de faire intervenir un tiers. À partir de ce scénario, les participants devaient répondre à différentes questions. La première, c'était une question sous forme de listage d'idées, où ils devaient dire dans quelles étaient les pensées qui leur étaient venues à l'esprit à partir de la lecture du texte. Puis, ils devaient répondre au sujet de la crédibilité perçue de la victime, du niveau de certitude quant à ce qui se passe dans le couple, de la responsabilité perçue de l'auteur et de la victime, du jugement moral des conduites de l'auteur et de la victime, du jugement social, mais le jugement social, je passerai parce qu'on n'a pas, le temps reste limité, et sur l'approbation de sanctions de l'auteur et de la victime. Alors, je vous montre les résultats de la première étude. Il se trouve qu'une étude numéro 2 a été réalisée en population générale et que je vous montrerai une partie des résultats de cette étude 2 juste après. Quant à ces résultats-là, alors l'analyse lexicale a été faite avec TROP. C'est une première analyse qui a montré qu'Amélie est 2 fois plus citée dans les conditions d'occultation et que dans la condition déni de responsabilité, donc par blâme de la victime, on voit un usage plus important des termes il, ILS, communication, et moins d'usage du terme il, IL. En ce qui concerne l'exonération de l'auteur, on voit déjà, comme attendu, qu'un haut niveau de responsabilité est attribué à l'auteur. On le voit sur le graphique. En bleu, c'est l'auteur, et en orange, c'est la victime présumée. Donc, un faible niveau a été attribué à la victime présumée. Les 2 formes d'occultation ont significativement diminué la responsabilité attribuée à l'auteur, particulièrement, et on le voit aussi sur le graphique, dans la condition déni de responsabilité, qui est la condition 1. Et concernant le blâme de la victime, seule la condition déni de responsabilité a renforcé le niveau de responsabilité perçu de la victime. On le voit là aussi sur les graphiques, les 2 formes d'occultation ont significativement diminué le caractère immoral des conduites. Et en ce qui concerne la sanction, l'auteur a été sanctionné particulièrement dans la condition déni de responsabilité, toujours, et aucun effet n'a été constaté en revanche sur l'attribution de sanctions à la victime. Donc l'étude numéro 2 avait pour objectif d'étendre les observations à une population générale. Donc cette fois-ci, ce sont 561 participants mieux équilibrés en termes de genre et d'âge qui ont participé. Le protocole était absolument similaire, excepté que le scénario a été transposé à une situation professionnelle, où cette fois-ci, on n'était plus sur un couple en terminale dans un lycée, mais un couple d'adultes qui travaillaient dans une organisation. Et c'était cette fois-ci la chargée RH qui convoquait la victime et l'auteur présumé. Donc, en termes de résultats en fonction du genre, très rapidement, les hommes ont plus blâmé la victime que les femmes et ont davantage minimisé les conduites de l'auteur, ce qui était attendu aussi, ce qui est conforme aux résultats des autres études qui mettent en œuvre des études sur la base de scénarios. On n'observe pas de différence significative dans la responsabilité attribuée à l'auteur présumé. Et en ce qui concerne les résultats principaux, on observe la même chose que pour l'étude 1, à savoir qu'avec l'occultation, l'auteur a été perçu comme moins responsable de la situation du couple, le jugement moral des conduites a été moins sévère et les sanctions envers l'auteur ont été moins approuvées. En revanche, aucun effet n'est constaté sur le blâme de la victime en termes de responsabilité et de crédibilité, excepté dans la condition déni de responsabilité où le niveau de responsabilité augmente aussi. Donc, contrairement au déni de responsabilité, le déni des faits n'a pas affecté le niveau de certitude des participants, ce qui était aussi le cas, et j'ai oublié de le dire, dans la première étude, où le niveau de certitude des participants n'est pas affecté
dans la situation, dans la condition 2, donc la condition déni des faits, alors que la certitude quant à ce qui se passe dans le couple diminue dans la condition déni de responsabilité. Donc pour conclure, on observe un effet plus important et plus étendu du déni de responsabilité. L'effet de l'occultation semble s'étendre au-delà du contenu directement occulté. En tout cas, c'est ce qu'on observe dans la première condition, la condition déni de responsabilité. Et avec l'analyse lexicale, il semblerait qu'il y ait une explication chez les participants plutôt sous forme d'un manque de communication dans le couple. Et dans le cadre du déni des faits, on observe un effet sans que la victime soit discréditée et sans générer d'incertitude, ce qui pourrait laisser penser que les participants puissent se former un seul récit à partir de deux versions qui, ici, ne sont pas contradictoires. Et l'occultation semble davantage mener à un moindre positionnement, c'est-à-dire à une neutralisation de l'individu plutôt qu'à un basculement en faveur de l'auteur, ce qui n'est pas moins problématique si on voit les choses de manière appliquée à la vraie vie, dans le sens où une neutralisation de l'individu, c'est aussi une absence de réaction et de réactivité, et donc une absence de prise de décision éventuellement pour protéger la victime ou pour sanctionner l'auteur. Et là aussi, avec l'analyse lexicale, on a vu que l'occultation pourrait tendre à focaliser l'attention sur la victime, c'est-à-dire pas seulement sur la victime, mais à mieux distribuer l'attention dans les conditions d'occultation entre la victime et l'auteur. Donc, l'étude présente tout de même des limites. La première étant que l'effet du genre de l'auteur et de la victime présumée n'a pas été testé. Or, on sait que les combinaisons auteur-homme et victime-femme sont celles qui vont générer le plus d'exonération de la victime et de blâme de l'auteur. Si on avait inversé, par exemple, les genres de l'auteur présumé et de la victime présumée, on aurait peut-être eu des résultats complètement différents. La deuxième limite, c'est le fait que les deux formes d'occultation n'ont pas été combinées. Or, là aussi, on sait que dans la réalité, les auteurs de violences conjugales et les auteurs de contrôle coercitif vont plutôt avoir tendance à combiner les deux formes, c'est-à-dire le déni de responsabilité et le déni des faits, dans leur témoignage. Et on pourrait donc s'attendre à des résultats encore plus importants. Et enfin, la condition contrôle ne présente pas de contenu neutre de l'auteur, c'est-à-dire que notre condition contrôle est une absence de témoignage de l'auteur et n'est pas une présence d'un témoignage neutre, mais ça n'a pas été fait pour des raisons de difficulté de mise en œuvre. Donc, pour terminer, dans le cadre des violences conjugales, les études se focalisent principalement sur l'examen des caractéristiques de la victime ou sur le type de relation entre l'agresseur et l'agressé. Néanmoins, rares sont celles qui s'intéressent aux témoignages occultants de l'auteur et encore moins en contexte de contrôle coercitif. Donc, de futures recherches pourraient examiner l'effet combiné des différentes formes d'occultation, telles que c'est proposé ici et telles que nous allons le faire, ou étudier les facteurs individuels et du contexte qui modulent l'effet des témoignages occultants. Par exemple, en faisant varier le genre de la victime et de l'auteur ou le statut du couple, séparé ou non. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non. Eh bien, du coup, j'ai l'opportunité, moi, en tant que modérateur, de poser une question. Voilà. Je me demandais par rapport à votre condition contrôle, oui. Vu que vous avez dit qu'elle n'était pas neutre, est-ce que du coup ça n'a pas pu diminuer ou augmenter, je ne sais plus sur le graphique laquelle était, je crois que c'était la diminution ou l'augmentation du coup de l'écart, voilà. Les conditions, est-ce que ça n'a pas pu du coup, vu qu'elle n'est pas neutre, diminuer ou augmenter en tout cas et du coup avoir un écart, alors peut-être biaisé si on avait une condition du coup, en tout cas on essaierait de faire une condition totalement neutre. Je me demandais du coup si on pourrait observer le même effet, les mêmes effets que vous avez observés.
Alors, il est possible qu'il y ait des différences. Alors, c'est pour ça aussi qu'on a 2 autres conditions expérimentales, c'est que ça nous permet de comparer les conditions expérimentales entre elles et de voir si oui ou non il y a des effets différents dans les conditions expérimentales. Et en effet, il pourrait y avoir une différence. Je vous donne un exemple avec la question du jugement social, dont on n'a pas parlé parce que pour des questions de temps. Au niveau du jugement social, on voit que dans les conditions d'occultation, il y a une plus grande sympathie accordée à l'auteur présumé. Et on pourrait tout simplement penser que cette sympathie, elle est aussi liée au fait qu'on a son témoignage et qu'on l'imagine parler, ou qu'on a en tout cas un petit peu plus de lui que simplement avec le témoignage de la victime présumée. Et donc on peut imaginer qu'on pourrait avoir des effets un petit peu différents sur la condition au contrôle. Oui, oui, tout à fait. Merci pour votre communication. Justement, j'avais posé la question sur le lien avec le jugement social. Donc, et également, est-ce que vous avez des hypothèses, du coup, puisque vous utilisez l'analyse de contenu sur, du coup, le listage d'idées, c'est ça, les réponses verbales. Du coup, est-ce que vous aviez des hypothèses? Parce que là, vous notez juste deux types les pronoms et puis certains référents. Est-ce que vous aviez... Sur l'analyse lexicale, non, j'avais pas d'hypothèse en particulier. Les hypothèses, elles portaient sur les analyses de régression qui ont été faites par la suite, celle-ci. Mais non, je n'avais pas c'était purement exploratoire, cette analyse lexicale. Et d'ailleurs, elle n'est pas terminée dans le sens où il y a une analyse de contenu qui devrait être faite parce que les participants ont quand même répondu de manière assez investie, engagée, on va dire. Donc, il y a un vrai intérêt à utiliser ce matériau et à l'analyser plus concrètement. Tout à fait. Merci pour votre présentation. J'avais une question en fait vis-à-vis des conditions que vous envisagez donc de tester ultérieurement, puisque vous avez évoqué le fait que c'est un champ qui est encore assez peu étudié. D'un point de vue écologique, en fait, en termes de représentation de ces affaires, notamment dans les médias, on a très souvent en fait des proches qui justement vont intervenir et vont parler de l'auteur présumé en tenant ce langage de déni des faits, en disant il n'aurait jamais pu faire ça, il est simple. Est-ce qu'éventuellement vous envisagez donc de faire ce test, de mettre un troisième parti qui intervient justement pour dénier C'est marrant que vous posiez la question puisqu'on avait cette discussion juste avant avec une autre doctorante. Alors moi, c'est pas directement ce que je compte faire dans le cadre de ma thèse, mais ce serait très intéressant de justement faire intervenir encore non seulement l'auteur présumé, mais soit tout seul, soit avec un tiers qui prendrait la défense. C'est ça, hein, si je comprends bien. Oui, tout à fait, c'est l'idée. Qui aurait aussi un contenu occultant en faveur de l'auteur présumé. Oui, ce serait très intéressant, mais en tout cas, ce n'est pas prévu dans le cadre de ma thèse directement. Merci pour votre présentation. Je me posais la question de si vous avez connaissance éventuellement d'études sur justement la différence peut-être de peine réelle sur des auteurs selon la stratégie entre guillemets qui va être prise par la défense en fait. Voir si est-ce que ça a un impact sur la partie très très émergée de l'Asperger du coup, mais sur le jugement en fait au niveau de la justice et de la peine. Ouais. Alors non, j'ai pas du tout de résultats par rapport à ça. Par contre, vous faites référence à quelque chose qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette technique d'occultation, c'est aussi des techniques utilisées par les avocats. Et donc, oui, ça pourrait avoir un intérêt de regarder s'il y a des moyens de défense qui sont plus pertinents que d'autres. En tout cas, ici, il semblerait que ce soit le déni de responsabilité, qui est celui qui a le plus d'effet. C'est ça que du coup, ça pose la question de l'usage de ces données par potentiellement les avocats, etc. Donc c'est vrai que c'est... problématique.
Oui, je vais rebondir un peu sur ce qui est dit, puis aller un peu plus loin. En fait, ça renvoie aussi, je ne sais pas si vous connaissez, aux analyses qui ont été menées dans le cadre de l'analyse de discours anglo-saxonne sur les stratégies de défense de type, alors pour rester français, Cahuzac, Hulot, et puis l'affaire Lewinsky, où finalement le fait d'invoquer le fait de ne pas se rappeler les faits permet, alors ça a deux avantages. D'une part, je ne peux pas être accusé d'avoir menti puisque je ne me rappelle plus de quoi il est question, et d'autre part, de dénier la responsabilité. Je ne peux pas être accusé d'avoir fait quelque chose qui, de toute évidence, ne s'est pas produit puisque personne ne s'en rappelle. En tout cas, moi, je ne m'en rappelle pas. Et donc, je me demande dans ces conditions-là si, alors que le public, alors là, il y a deux niveaux. C'est-à-dire que du point de vue légal, ça fonctionne. On ne peut pas accuser quelqu'un de mentir dès lors qu'il les faits qui lui sont reprochés, personne ne s'en souvient, en tout cas pas lui. Et au mieux, il plaît de la bonne foi, l'oubli, mais ça ne marche pas dans le grand public. Et je me demande s'il n'y a pas deux niveaux d'évaluation des effets des stratégies d'occultation. En termes d'attribution de responsabilité, finalement, on est sur le registre du jugement tel qu'on peut l'avoir de prime abord dans les tribunaux. Mais on a aussi, je dirais, le côté inférentiel et l'effet spectateur qui se dit, oui, d'accord, Hulot, il ne se rappelle pas, mais... il s'est bien passé quelque chose. Cahuzac, il ne se rappelle pas, mais c'est forcément passé quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayer de capter, peut-être à travers les programmes cognitivo-distursifs, et enfin, moi, c'est comme ça que j'essaierai d'aborder les choses, voir le rapport à la réalité tel que des spectateurs pourraient décrire ce qu'ils retiennent des scénettes que vous proposez. Enfin, voilà, c'était une piste de réflexion, parce que finalement, au-delà de... Je comprends bien les mécanismes cognitifs qui sont invoqués, ils sont courants dans la littérature, les stratégies finalement cognitives de gestion des actes immoraux, mais il y a peut-être aussi derrière des stratégies purement discursives qui sont à analyser comme mode de défense, et du coup sur un autre registre que celui que vous invoquez. Je vous remercie pour cette remarque. Il est prévu aussi des entretiens par la suite. Alors, je trouve que ce qui m'intéresse, c'est aussi d'approcher les professionnels qui travaillent dans le champ des violences conjugales. Bien sûr, je ne peux pas avoir 500 professionnels. Et en plus, l'idée, c'est aussi de mieux comprendre les processus socio-cognitifs sous-jacents et donc de m'entretenir sur la base éventuellement de scénarios pour essayer de voir quels sont les processus socio-cognitifs mobilisés et comment se manifeste le discours autour de cette occultation-là. Oui. Okay. Merci. On a le temps peut-être pour une dernière question. Non, c'est bon. Eh bien, merci Marine. Ok, donc on passe à la présentation d'Anouchka Divou qui s'intitule « Affiches et campagnes de prévention en santé, un accès au sens altéré pour les personnes en insécurité langagière ». Exactement. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter c'est un début de recherche, et c'est la première fois que je vais le présenter. Je porte cette présentation pour moi-même et ma collègue Valérie Langbach, qui malheureusement n'a pas pu être ici aujourd'hui. Donc, ce projet s'attarde sur la réception des campagnes de prévention en santé pour les personnes qu'on appelle en insécurité langagière. Donc, qu'est-ce que l'insécurité langagière ? On la définit comme la difficulté pour un locuteur ou un scripteur à gérer de manière efficace, en fait, les interactions qu'il va avoir à l'oral ou à l'écrit. Cette insécurité-là, elle n'est pas mesurable dans l'absolu, mais son degré il va être variable selon les différentes situations qui vont être vécues par les interactants. En fait, l'insécurité langagière, pour le dire de manière plus simple, elle élargit le spectre de l'illettrisme. L'illettrisme, on le sait bien, c'est une difficulté qui concerne l'écrit, mais la littérature actuelle tend à montrer que ces personnes rencontrent aussi des difficultés à faire sens des interactions qu'elles ont et à donner sens à travers leurs paroles. Donc, pour donner une dernière précision sur ce public, et je vais faire assez vite. Je vais faire assez vite parce que je pense que sinon je n'aurai pas le temps de tout présenter. Il existe dans la littérature un lien avéré entre milieu social, niveau de scolarité et maîtrise de la langue. Donc, à partir de maintenant, je vais parler de locuteurs faiblement scolarisés. Comme ça, vous saurez de qui je parle maintenant. Alors,
L'insécurité langagière en contexte, qu'est-ce que ça donne? Donc en fait, on se rend compte que pour notre public, il y a une difficulté donc, de gestion du parcours de soins qui est liée aussi en grande partie à une difficulté de gestion des procédures. On doit passer beaucoup par Internet, par le fait de remplir des fichiers en ligne, par le fait de remplir des questionnaires. Donc l'électronisme, qui est le pendant électronique de l'illettrisme, est quelque chose effectivement aussi d'avéré. Et donc, au regard de ces problématiques, nous, on a souhaité impulser le projet qu'on a appelé CARE, avec un S, donc comprendre, analyser et repenser les énoncés brefs dans les campagnes nationales de prévention de la santé. Donc comment est-ce que nos publics vont recevoir ces campagnes de prévention? Donc le projet CARE, il vise une description, une analyse et la compréhension. Donc, quelles sont les dimensions linguistiques, quelles sont les dimensions pragmatiques et socioculturelles de ces affiches, qu'est-ce qui est en jeu dans ces affiches, et quel niveau de compréhension de nos publics relativement à ces affiches de prévention. Donc ces affiches de prévention qu'on trouve à la fois dans l'espace public, mais qu'on va trouver aussi dans les cabinets du médecin généraliste, mais aussi dans les hôpitaux. Est-ce que la situation de communication va influer sur le sens qu'on fait de ces affiches? Qui lit ces supports? Est-ce qu'ils sont lus? S'ils ne sont pas lus, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas lus? Et quelles sont les compétences qui sont nécessaires justement pour comprendre ces affiches et puis pour agir ensuite, donc se faire dépister, faire un certain nombre d'examens, etc., etc. En gros, quelle est l'utilité sociale et quelle est l'utilité dans les politiques de santé de ces affiches? Ce projet, il se développe en deux parties. La première, celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'analyse des supports. On va essayer de dégager les spécificités de ce genre discursif-là et de commencer à penser justement aux potentielles difficultés, s'il y en a, de compréhension de ces affiches. La deuxième phase, elle est relative avec une analyse à une mesure de la compréhension du message. Donc, on va faire passer des entretiens à des faiblement scolarisés et des personnes plus scolarisées pour voir ce qu'il en ressort, qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui est moins compris. Et l'objectif derrière ça, c'est de faire des propositions didactiques. On se rend compte en fait que les personnes qui sont scolarisées, elles sont suivies. Techniquement, elles n'ont pas besoin. Enfin, elles n'ont pas besoin. Il y a toujours besoin de toucher le plus grand nombre, mais en fait, elles auront moins de problèmes à être sensibilisées et à être, à bien recevoir ces affiches de prévention. Donc, le but, c'est de trouver des guidelines pour faire des affiches qui seraient plus efficaces pour ces publics-là. Donc, on essaierait de fonctionner sur le principe du français fondamental, de partir cette fois-ci de ce que les faiblement scolarisés, ces publics en insécurité langagière comprennent, et qu'est-ce que ça leur évoque quand on parle de cancer, qu'est-ce que ça évoque quand on parle de dépistage, etc., pour voir quels mots on pourrait utiliser et quels mots leur seraient accessibles pour faire des affiches qui seraient efficaces. Alors, juste un petit détour par rapport à la dimension prévention. Qu'est-ce que c'est la prévention ? On a repris une définition de l'OMS. Donc, c'est l'ensemble des mesures qui visent à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. Et dans ce sens, il y a 3 types de prévention primaire, celle qui se passe avant, en fait, qui vise à diminuer l'incidence et de réduire les risques. La secondaire, qui est en début d'apparition, qui vise à réduire les facteurs de risque. Et la tertiaire, qui vise à diminuer tout ce qui est récidive, complications et invalidité. Voilà. En ce qui concerne maintenant, j'ai un peu de problème avec les micros, en ce qui concerne le corpus, alors évidemment on a un corpus bien plus conséquent que ça, mais ici on a choisi de vous montrer 6 affiches de prévention, dont 2 campagnes pour vous montrer un peu l'esprit de sérialisation de certaines de ces campagnes. Et elles sont sur 3 niveaux. Le corpus il est constitué sur 3 niveaux. On a des campagnes nationales, Santé publique France, Ligue contre le cancer et ARS, des campagnes locales, donc, je vous ai donné les localités, et une campagne privée du laboratoire Johnson & Johnson, puisqu'on sait aussi que la prévention passe aussi par des entreprises privées. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort déjà ? Les genres brefs, en fait, ont une étrange proximité, enfin, en tout cas, le bref de santé a une étrange proximité avec la publicité et les slogans politiques. Donc, les genres brefs, de manière générale, ils partagent certains traits, notamment celle de l'absence. Il y a beaucoup d'ellipses, il y a beaucoup de discontinuité, donc ça fonctionne beaucoup sur l'implicite.
Il y a aussi ce qu'on va appeler une surabondance sémantico-sémiotique. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'image, la multimodalité est partout, il y a énormément d'intertextualité, des choses qui renvoient à d'autres choses, des jeux de langage, bref, tout fait sens dans les affiches, dans les brefs. Et au-delà de ça, c'est le lecteur qui va majoritairement construire le sens. Il va devoir reconstruire, et donc ça va demander un engagement particulier. Si on reprend justement la publicité, parce que vous allez voir, ça va faire écho à nos analyses juste après, il y a un triple objectif dans la publicité qui est la spectacularisation. Il faut choquer, il faut attraper le spectateur, l'efficacité et l'empathie pour, par exemple, vendre. Et donc dans la publicité, il y a donc une saturation sémantique, ce qui fait écho justement au bref de manière générale, et beaucoup de concision, idem. Qu'est-ce qu'on va trouver dans la publicité et qu'on va trouver dans les slogans politiques et qu'on va aussi trouver dans nos affiches de prévention de santé? Une omniprésence de l'humour. On va trouver beaucoup de jeux de mots, de mots valises, des choses qui jouent sur l'homophonie ou l'homonymie. On va aussi jouer sur le décalage de contexte, le décalage qui est lié au registre. C'est par exemple le côté des nichons où Babette, je la lie, je la fouette, et parfois elle passe à la casserole. Alors au-delà du côté éminemment sexiste de cette campagne, là effectivement on joue sur ce décalage. Idem pour les jeux de mots, l'homophonie, l'homonymie, sur ça t'éclate, ça déchire, mais j'y reviendrai plus tard. On retrouve aussi des dimensions prosodiques, des choses comme des rythmes ternaires, en 3 parties, donc 3 mots ou 3 unités de sens. Cancer colorectal, soyez acteur, faites le test. Travail, famille, patrie. En marche pour l'Europe, le 26 mai, je vote Renaissance. Ça, c'est des choses qu'on retrouve assez régulièrement. On trouve aussi d'autres dimensions prosodiques qui sont faites pour marquer, donc les assonances, les allitérations, je suis passée chez Soch, le cancer à temps, la victoire en votant avec le V. Donc voilà, ça c'est un point commun qu'on retrouve avec la publicité, la politique et nos affiches de prévention. En termes de résultats, maintenant, qu'est-ce que ça va donner pour notre public à nous? Eh bien, en fait, on se rend compte que cette surabondance sémantique, elle va tendre à effacer l'information. En fait, on nous dit par exemple ici, le plus choquant, ce ne sont pas les mots. Alors pourquoi est-ce qu'on veut choquer avec un terme comme nichon? Pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme-là? Donc ce jeu de mots, il est basé sur dénicher, des nichons, donc il y a la proximité avec la poitrine et la fusion du mot valise, sauf que dénicher, au final, c'est peut-être pas le mot le plus accessible pour nos publics, qui serait peut-être cherché, trouvé, identifié, et encore même identifié, ce serait peut-être pas celui qui serait le plus accessible. Bref, on voit ici que le sens des mots, l'accès au sens, c'est pas forcément la priorité des créateurs de ce slogan, mais il engage à mémoriser la fiche. C'est vrai que je pense que vous sortirez d'ici, vous vous souviendrez de celle-ci, mais on le mémorise, mais est-ce que c'est le seul but de cette affiche? Bon. Deuxième, alors là c'est ici que je parlais de sérialisation, on s'intéressait à celle-ci, mais vous voyez qu'en fait elle est faite sur le même modèle sur 3 autres affiches. Ici, on a une série d'affiches qui est un peu opaque, un peu obscure. On a ce mot valise, donc séropolisson ou séropoétique ou séropopstar. On se dit, quel est l'objet de la campagne ici? Est-ce que c'est le VIH ne tue plus? Est-ce qu'il y a un traitement? Est-ce qu'on peut vivre sans transmettre le VIH? On a beaucoup d'informations, on n'identifie pas franchement la cible. Bref, ça opacifie le message. Et en plus de ça, il y a quelque chose que je trouve plutôt dérangeant, qu'on trouve plutôt dérangeant, c'est qu'ici, on a une réelle proximité, cette fois-ci, graphique, esthétique, avec les codes de la publicité, notamment pour séropolisson, qui pourrait être tout à fait une publicité pour un parfum, par exemple. Donc, il y a une espèce de glamourisation du VIH que je trouve à la fois très troublante, et encore une fois, qui tend à mélanger les codes et qui n'est pas forcément pour le meilleur des objectifs. Ici, donc sur Allons Urgences, alors on ne le voit pas, mais c'est une affiche de l'Agence régionale pour la santé,
on joue sur le déterminant qui précède le mot urgence. On a allons urgence pour les vraies urgences et en cas d'urgence. On a 3 fois le même mot urgence. On a donc un petit mot qui va changer le sens du terme, donc le déterminant qui va changer le sens du terme, et donc sens qui, je le rappelle, va être à construire par le spectateur. En fait, cette affiche, elle va poser la question de la définition de ce que c'est qu'une vraie urgence. Mais si on se réfère au dictionnaire médical de l'Académie de médecine, ce n'est qu'un médecin qui peut distinguer en fait la vraie urgence de la fausse urgence. En fait, chacun va apprécier différemment la situation en fonction de critères qui vont être multiples. Donc de ses connaissances, ses compétences psychosociales, ses ressources, notamment financières, etc., etc. Donc, en plus de ça, une situation d'urgence, c'est un événement qui va être théoriquement assez soudain, donc plutôt imprévu. Donc ça va être difficile de planifier, en fait, on nous dit au quotidien. Bon, bah, oui, effectivement, comment on va planifier notre urgence, ça me paraît difficilement possible. Donc, qu'est-ce que c'est, en plus de ça, le quotidien? Est-ce que c'est du lundi au vendredi? Est-ce que c'est du lundi au dimanche? Est-ce que c'est tout le temps? Quel est le rapport au temps sur cette affiche, mais quel est aussi le rapport au temps de notre public? Donc, pour résumer, dans cette affiche, d'un point de vue visuel comme d'un point de vue sémantique, il y a de nombreuses informations à lire. Ça va demander un fort engagement de la part du lecteur, ce qui nous semble très complexe pour la population qui est visée par notre étude. Alors, je vais passer assez vite parce que je vois qu'on arrive à la fin. Promis, je termine. On va avoir 2 affiches sur le cancer colorectal. Ici, pareil, ça à nouveau très opaque. Les informations sont implicites. De quoi on nous parle? C'est un test gratuit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est gratuit? C'est les passations du test? Est-ce qu'on parle d'un dépistage? Est-ce qu'on parle d'un examen? En fait, on nous parle du dépistage du cancer colorectal, mais on ne parle jamais des modalités de passation de ce test. On fait juste une comparaison entre des mots et une action à réaliser. Finalement, est-ce que ce test il n'est pas plus compliqué à réaliser que comprendre ce slogan? Donc, pour ceux qui connaissent les modalités de passation du cancer colorectal, j'imagine que vous voyez de quoi je parle. Et donc, il est simple, gratuit. L'anaphore ici, elle est plutôt floue parce qu'elle est plutôt éloignée de sa référence. Est-ce qu'il s'agit du test ou est-ce qu'il s'agit du dépistage? Ici, on a une affiche qui est carrément collée, plutôt un sticker qui est collé sur les toilettes d'un hôpital. Faites le test et non pas un test. Ici, pareil, du point de vue linguistique, on a une anaphore, donc on est censé savoir de quel test on parle. Il y a une interprétation ici qui se fait en palier. Chassez le doute, cancer colorectal, faites le test. Donc, à partir de là, il y a une démultiplication en fait des interprétations qui est possible. Ça peut être un frein à nouveau pour nos publics. La référence à la chasse d'eau, le jeu de mots avec chasser le doute, en fait, à notre sens, il devrait se situer après. Mais ce n'était pas l'objectif, de toute évidence, des concepteurs de cette affiche. Pourquoi ces 2 affiches-là en particulier? Parce que l'une et l'autre, elles veulent aborder la mortalité due au cancer colorectal sans parler de cette partie du corps qui est plutôt intime, ni des outils ou du support, donc les selles, qui vont servir à effectuer ce test-là. Et donc voilà, il nous semble que le message il est plutôt en inadéquation avec les structures linguistiques et sémiotiques qui sont utilisées pour finalement éviter de parler du sujet qui est central. Donc ça peut embrouiller, ça peut altérer la compréhension de ces deux supports. Je vais passer rapidement celle-ci. On revient exactement sur les mêmes notions, opacité du message, reprise graphique du terme éclaté et déchiré sous forme d'image, donc, et donc foisonnement graphique, foisonnement lexical qui peut embrouiller nos publics. En conclusion, il nous semble que la confusion de ces différents genres, donc la publicité, la politique et la santé, amène un certain nombre de difficultés pour nos publics. On a les objectifs poursuivis sont tous différents pour la publicité, pour la politique et pour la prévention en santé. Et pour autant, ils partagent chacun cette visée de captation. Il y a besoin de capter l'attention pour vendre, pour prévenir ou pour convaincre. Ces genres, bref, ils reposent sur les implicites,
le foisonnement sémantique et la plurisémioticité, la concision et l'engagement du lecteur. Notre lecteur, en tout cas pour les publics en insécurité langagière, il n'est pas en mesure d'avoir cet engagement aussi fort. Donc, il nous semble que c'est un mode de construction, ce sont des modes de construction qui représentent un facteur de difficulté. Et donc, ce sont ces hypothèses que nous allons tester dans la prochaine étape de notre recherche, que j'espère vous présenter bientôt. Merci à vous. Quelques minutes pour quelques questions. Bonjour, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Je me demandais, notamment par rapport à la fiche 3, sur la question des vraies urgences, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser à l'avenir de travailler sur les messages contraires, notamment sur la question d'appeler le SAMU et des urgences, vraies urgences? Il y a eu souvent des campagnes qui ne donnaient pas les mêmes consignes. Alors, effectivement, je n'y avais pas pensé. Alors, pour le moment, on est vraiment dans un espèce de défrichage d'informations. Qu'est-ce que nos publics voient? Quelles sont les affiches auxquelles ils sont confrontés les plus régulièrement? Et surtout, qu'est-ce que nous, on peut en faire d'un point de vue didactique? Évidemment, je pense que c'est une très bonne piste. Mais je ne sais même pas si on en est encore là, en fait. Je ne sais même pas si ces messages, aussi contraires soient-ils, atteignent ne serait-ce que le quotidien de nos publics. Il y a beaucoup de campagnes qui sont axées sur la science, l'effet de la science des messages ou du visuel, de l'image ou des vidéos, pour faire en sorte qu'il y ait un traitement différent, c'est-à-dire qu'il y ait un traitement plus central des messages dès le moment où il y a eu un amorçage par certains éléments. Ça peut être l'humour, la peur, ça peut être la forme d'un message, etc. Donc là, il y a beaucoup de littérature déjà là-dessus. Et ça, c'est une chose pour essayer ensuite que les personnes, elles aient un traitement. Mais alors, il faut qu'elles aient en effet des savoirs. Mais savoir ne veut pas dire forcément que ça soit pas accessible à des gens qui ont un niveau scolaire bas. D'ailleurs, on peut avoir un niveau scolaire bas, mais avoir certains savoirs qui sont en concomitant au type de message qu'on utilise, que ce soit l'humour, que ce soit quand ça déchire des expressions qui sont usuelles dans le langage. Donc, des fois, c'est les connaissances en tant que telles qui sont en arrière-plan des messages, qui ne sont pas forcément, elles, accessibles, mais ce n'est pas le message en tant que tel. Voilà, donc après, oui, il faut... Voilà, c'est le début. Mais... C'est pour ça que je parlais d'engagement du lecteur, de reconstruction en fait, par le lecteur, parce que ce qu'on sait de ce public-là, c'est qu'il va faire ce qu'on appelle une prise d'indice hasardeuse. En fait, là où vous voyez du sens, vous voyez du lien entre le cerveau, ça éclate, ou ça déchire avec l'inverse, ça déchire avec la grenade, je ne vais pas m'en sortir. Ça éclate avec la grenade, bref. Là, il va y avoir un ensemble de choses sur une affiche. Certaines seront comprises, d'autres pas du tout. Et pour celles qui sont le plus obscures, et par exemple pour celles qui ont des textes très très courts, ils vont prendre un élément complètement isolément de l'affiche et le lier à leurs expériences personnelles. Parfois, ça va marcher, sur une minorité de cas. Et dans la majorité des cas, ça va être complètement, enfin pas un contresens, mais ils vont passer complètement à côté du message. Donc je ne dis pas que le message en lui-même est mal fait, puisque pour une partie de la population, il atteint son but. Mais est-ce que c'est cette partie de la population qu'on veut atteindre dans la prévention de la santé? Je n'en suis pas certaine. Oui. Non, mais les questions se posent, mais après, voilà, la réception va nous sûrement vous donner des éléments. Et j'espère vous faire un bilan dans un an.
Oui, merci Anouchka pour ce travail très très intéressant. J'ai juste une relation peut-être avec une info qui a été, enfin le travail qui a été présenté ce matin. Il me semble qu'il y a nécessairement un univers de référence commun pour qu'il y ait la compréhension du message en réception. Et cet univers de référence commun, il doit y avoir probablement des éléments culturels. Il y a des éléments de culture. On ne reçoit pas de la même manière suivant la culture que l'on a. On est d'accord? Oui, parce qu'on a eu une discussion ce midi sur ce qui relevait de la culture et de l'iconographie. On a eu une discussion ce midi avec une collègue justement sur ce qui relevait de la culture et de l'iconographie, donc je n'étais pas sûre qu'on était sur le même plan. Donc des personnes en difficulté langagière, précisément, qui n'ont pas les référents culturels communs à la culture dominante qui diffuse les messages, aura du mal nécessairement, me semble-t-il. Alors là, c'est mon tort, ce que j'aurais dû préciser. On s'adresse particulièrement, spécifiquement, à des Français, des francophones natifs. Ok, donc je retrouve les travaux de... Voilà, on est vraiment sur le public français, langue maternelle. Ok, donc, mais en fait, moi j'ai vu l'exemple de la laitière, par exemple, qui posait... Voilà, donc en fait, il y a effectivement... La question culturelle est effectivement totalement légitime si on élargit justement le spectre du public, dans le sens où, iconographiquement, même une flèche, même la couleur rouge qui symbolise le danger, peut ne pas symboliser le danger, par exemple, dans une autre culture. Je suis complètement d'accord. Ok. Je vous propose de passer à la présentation suivante pour ne pas perdre trop de temps. Alors, la présentation de Laurent Chaumel. Présentation qui s'intitule « Résonance sémantique de 3300 commentaires écrits à la suite d'une vidéo YouTube sur l'assistanat, méthode et résultats ». Alors, bonjour à toutes et à tous. Dans un premier temps, voilà, je vais vous parler un tout petit peu de moi, parce que j'étais producteur audiovisuel précédemment. Et donc, forcément, les programmes audiovisuels, la manière d'acquérir des connaissances m'intéressait particulièrement. Et du coup, j'ai un peu bifurqué pour trouver un petit peu plus de sens à mon activité première. Et je me suis intéressé en particulier à un programme qui est coproduit par France Télévisions et par des producteurs individuels privés, qui s'appelle DataGull, et dont le but, en fait, de voir comment ce type de programme, alors celui-là en particulier, ce type de programme apportait de la connaissance et pouvait impacter le public qui le regardait et le pratiquait, parce qu'en fait, il y a un visionnage qui est relativement actif. Alors, je me suis intéressé à une vidéo en particulier qui traite de l'assistanat. Pourquoi cette vidéo? Parce que il y avait dans un article de Graham et Wright le fait que cette thématique était assez pouvait apporter des relations assez tendues entre les intervenants. Et du coup, ce qui m'intéressait de voir, c'était qu'est-ce qui pouvait se dire à travers cette vidéo et est-ce que c'était une guerre ouverte ou alors est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose qui était construit, co-construit entre les web spectateurs. Alors, je suis obligé de vous raconter un peu cette vidéo. Vous ne l'avez certainement pas en tête, certainement pas vue. Elle a quand même fait 800 000 vues, donc elle était impactante. Et elle a généré plus de 3000 commentaires. Alors, cette vidéo, elle a un regard critique sur l'assistanat. Toute la chaîne essaye justement de décortiquer un peu
à travers les données qui sont accessibles et qu'ils remettent en plus, qu'ils donnent accès à leur public, à travers des articles et beaucoup de références, des principes qui nous traversent dans la société. Et donc l'assistanat, et en particulier, donc c'est une vidéo qui est de 2017. 2017, vous vous souvenez, c'était les élections présidentielles. Et à chaque moment d'élection, on va stigmatiser certains pour gagner la confiance des autres. Alors, dans un premier temps, justement, cette vidéo, elle décortique un petit peu cette notion-là d'assistanat et de fraude de l'assistanat. Les assistés frauderaient, paraît-il. Et donc, eux, ils mettent en contrebalance avec les fraudes fiscales, fortement, qui représentent 70 fois plus d'argent que les fraudes sociales, qui sont finalement assez résiduelles. Et puis, il raconte qu'il y a assez peu, il y a un nombre significatif de personnes qui auraient droit à des aides et qui ne les prennent pas pour des tas de raisons. Et dans un deuxième temps, il y a une chercheuse, Nina Schmidt, qui est plutôt chef de projet à l'Observatoire des inégalités, donc qui va apporter un regard plus cadré, plus lent, data gueule à un rythme très très soutenu et donc un impact assez fort d'un point de vue cognitif. Et donc elle apporte et elle propose diverses pistes, et en particulier d'établir un seuil de richesse. On parle toujours du seuil de pauvreté, et finalement on ne sait pas à quel moment, à partir de quand on serait susceptible d'être riche. Et puis surtout, elle dit que dans les aides sociales, eh bien, il y a l'université, il y a les soins, il y a des tas de choses. Donc, on est tous des assistés. Voilà, nous sommes tous des assistés. Alors, voilà, vu sous cet angle, ce qui était intéressant, c'est 3000 commentaires, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui se dit à l'intérieur? Donc, je me suis penché sur plusieurs modalités pour essayer de voir un peu des choses différentes. Dans un premier temps, c'est quel est le lien entre la vidéo et les commentaires? Qu'est-ce qui se dit? Est-ce que ça a un rapport avec la vidéo? En deuxième temps, il y a un message, comme vous l'avez vu, assez politique. Eh bien, est-ce qu'on va parler de politique à travers ces commentaires? Et puis, dans un troisième temps, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qui se dit et quels sont les thèmes développés? Après, j'ai creusé, et puis je ne vais pas en parler aujourd'hui, sur un quatrième point qui m'intéressait, c'est de voir est-ce qu'il y a de la délibération. Donc, pour voir si c'était en rapport, j'ai juste comparé les lexiques de la vidéo avec les lexiques des commentaires, et il apparaît qu'effectivement, 10% du lexique de la vidéo est repris par les commentaires, ce qui montre qu'il y a un impact déterminant, et qu'ils viennent parler de la vidéo, ils ne viennent pas parler d'autre chose. Alors de la vidéo et de ce qu'elle dit, surtout. Dans un deuxième temps, est-ce que finalement les contenus sont politiques? Alors, j'ai repris une méthodologie justement encore de Graham et Wright sur un corpus de mots politiques. Donc il y a des personnalités politiques, des partis et des idéologies, des institutions et des conditions générales. Donc voilà, il y a 150 mots qui représentent, donc on voit du Montaignant, autoritarisme, tribunal, majorité, liberté. Et je les compare à ce qui se dit. Alors, je suis obligé de faire une petite parenthèse, c'est que effectivement, il y a il y a donc plus de 1000 commentateurs, mais tous n'interagissent pas de la même manière. Et il a fallu que je les répartisse en 3 blocs, parce qu'il y a des commentateurs qui vont juste faire un seul commentaire. Et il y en a d'autres qui vont s'intéresser un petit peu plus et qui vont entre 2 et 6 commentaires, c'est-à-dire qu'ils vont participer à une discussion. Et puis, il y a ce que j'ai appelé les commentateurs massifs. Eux, ils sont vraiment proactifs et ils vont passer d'une conversation à l'autre. Et on verra qu'ils ont un rôle très important de stimulateur conversationnel. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que plus ils sont investis
à travers ce travail d'animation finalement qu'ils se donnent, eh bien, plus ils ont une réflexion politique. On voit dans l'utilisation de ces mots politiques que les massifs ont une intégration de ce lexique plus important. Mais l'objet de ma communication aujourd'hui, c'est de voir de quoi parle-t-on dans ces discours. Alors, je me suis servi d'Iramutech et puis j'ai essayé de le tordre dans tous les sens pour que ça ne soit pas justement une approche juste quantitative, parce que ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir ces quantités et puis d'en faire quelque chose. Et le travail de recherche, c'est pas un travail qu'on doit laisser aux machines, c'est un travail qu'on doit s'atteler à vraiment faire soi-même. Mais ce programme, il est quand même très intéressant parce que 3300 commentaires, il y en a qui prennent 2 pages de A4, qui sont donc vraiment massifs. Et c'est vrai que je pense que j'y serai toujours en train d'analyser tout ça pour que ça soit pertinent. Et donc, la technologie, sur ce point-là, m'a quand même pas mal aidé. Alors, je commence un peu par cette analyse de cet AFC. Voilà ce qu'on retrouve. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Iramutech, on a le pourcentage d'individus qui a participé aux classes, et puis le nombre de segments, et puis la longueur des segments. Et donc, ça m'a interrogé sur qu'est-ce qu'on fait de ces données-là. Et dans un premier temps, vous voyez, là, j'ai déjà mis des titres parce qu'il a fallu que je regarde plus précisément. Alors, prenons le cas, par exemple, de cette famille 1 que j'ai appelée « Quand la politique d'un pays riche produit de la pauvreté ». C'est un peu subjectif, mais c'est vrai qu'il a fallu que je mette des mots. Voilà. Et quand on cherche, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de mots qui sont répétés en boucle et qui montreraient finalement une plus pauvreté du langage, alors que là, les mots sur Iramutech, quand un mot est répété beaucoup, il grossit. Donc là, par exemple, il y a une diversité très importante, et donc on parle. Donc, ce qui est intéressant également sur Iramutech, c'est qu'on va pouvoir voir dans les verbatim, on va pouvoir aller voir dans notre corpus réellement, de les placer dans les conversations, donc de rentrer par cette entrée qui nous est proposée et d'aller construire du sens par rapport à ce qui est dit. Donc, après, effectivement, pour moi, ça sautait aux yeux quand on voit pauvre, inversion, consommer, création et tout ça. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on parle vraiment de création de valeur et de répartition. Donc c'est assez, voilà, c'est un pays riche, ok, mais comment on répartit la valeur justement? Qu'est-ce que la répartition? Qu'est-ce que la valeur? Comment on crée de la valeur? Est-ce qu'on crée de la valeur quand on garde ses petits enfants quand on est retraité? Voilà, toutes ces questions qui sont donc avec Bernard Friot qui est nommé ou d'autres chercheurs. Donc c'est assez intéressant et assez riche. Si on regarde par exemple effectivement une autre classe, celle en bleu, on voit effectivement qu'il y a un petit peu moins en bleu sombre, il y a moins de diversité lexicale, donc moins de richesse. Là, c'est la bleu clair. Donc pareil, c'est pour vous montrer un petit peu comment j'ai fonctionné d'un point de vue méthodologique pour aller piocher du sens là où au départ c'était assez obscur. Donc je vous fais ressortir quelques mots et là ce qui est intéressant, bon, parfois il y a des thématiques, des familles qui sont assez entrelacées et alors ce qui est intéressant c'est de voir, on peut choisir, on peut essayer de faire moins de classes ou plus de classes pour aller voir dans le détail. Là c'était juste la proportion qui me semblait intéressante parce que par exemple, il y a des moments où on peut parler d'un sujet d'un point de vue un peu plus théorique ou d'un point de vue beaucoup plus subjectif, en racontant son expérience. Voilà, et
Iramutek a su, en tout cas moi j'ai su interpréter ça de cette manière-là, avec donc une ressortie émotionnelle par rapport au vécu. Donc là, c'est une thématique qui est-ce que la méritocratie est en panne? Donc c'est intéressant parce que c'est un sujet et c'est une chaîne qui est regardée beaucoup par des jeunes adultes qui ont été ou qui ont plutôt un niveau éducatif plus important que la moyenne. Et donc, ils sont au fait des études et de ce qu'un diplôme peut ou ne peut pas leur produire dans leur vie future. Donc là, voilà, ce plafond de verre, il était discuté à travers cette vidéo. Et c'est là, effectivement, on voit, ça parle beaucoup, il y a des mots, il y a des thématiques qui sont très différentes. Par exemple, en grise, on est en 2017, donc c'est une petite partie qui va analyser les programmes des candidats sur la thématique donnée pour dire Mélenchon fait ça, le FN fait ça. Voilà, c'est donc effectivement bien distinct des autres familles sémantiques. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est... Parce que finalement, quand on voit et quand on regarde la liste de toutes les discussions et les commentaires, c'est un peu comme si il y avait des bulles, comme un plongeur en apnée qui crache de l'eau et ça fait des bulles plus ou moins grosses qui parfois s'agrègent, parfois se désolidarisent. Et j'ai eu un peu l'intuition qu'il y avait des thématiques qui avaient une influence plus importante que d'autres par rapport à ceux qui les regardaient. Parce qu'il faut voir que ce qui est intéressant, j'avais fait une enquête en amont sur les pratiques à travers les web spectateurs de cette chaîne, mais qui se vérifie sur plein d'autres chaînes et plus sur même les pratiques générales de YouTube, c'est que 78% de répondants disaient regarder et lire les commentaires. Il n'y en a que 25%, un quart, qui en écrivent. Et dans ce quart qui en écrivent, il y en a plus de la moitié qui en écrit juste un. Il y en a et juste 5% qui va en écrire, qui est un peu le suractif. Donc, il y a 78% qui va lire les commentaires à la suite de la vidéo. Donc, forcément, ça a un impact sur leur réception. Et dans la manière de regarder une vidéo, on va regarder la vidéo et ensuite, le commentaire fait partie intégrante de la vidéo. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste se contenter de la vidéo, et on a parlé à midi, c'est un petit peu la pratique du visionnage de YouTube est une pratique individualisée, solitaire. Quand on regardait la télévision c'était une pratique familiale ou de groupe. Là, on est en pratique individuelle et quelque part, il y a la nécessité de ce retour d'autres qui ont regardé ou qui regardent la même vidéo et on a un besoin d'échanger. Et donc ça, c'est très important. Alors donc, j'ai fait un tableau avec toutes les données que propose Iramutek, le nombre d'individus, le nombre de séquences, etc. Et par une petite... je multiplie le nombre d'individus par la moyenne de ce qu'ils ont produit, c'est-à-dire la moyenne du nombre de la longueur de leurs commentaires, du nombre de leurs commentaires, pour donner un pourcentage qui, si on les additionne tous, ça fait 100%, c'est-à-dire grosso modo tout ce que ces commentaires produisent, eh bien, il y a un pourcentage qui est donné à plus ou moins chaque famille. Et j'ai appelé ça la résonance sémantique, c'est-à-dire une thématique qui va résonner plus ou moins par rapport au web spectateur qui va regarder la vidéo et qui va ensuite s'intéresser à la création de valeur et qui se dit « Ah ouais, c'est intéressant. » Voilà. Alors, non seulement c'est intéressant, mais ce que j'observe, c'est que par la pratique du commentaire, il y a vraiment une
une pratique, un exercice de l'argumentation, du fait de l'anonymat. Les jeunes peuvent se lancer et tester finalement des thématiques qu'ils reprennent et qu'ils travaillent, qu'ils mixent, qu'ils reprennent des bouts. Et donc, c'est vraiment une pratique très démocratique finalement de concertation. Voilà, donc voilà, ça je vous passe un peu, peut-être que je suis un peu long. Voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant, effectivement, on peut remonter même aux Russes sur les analyses de discours. Mais ce qui est plus intéressant, en fait, c'est la spécificité de ce type d'écrit en ligne. Et c'est vrai que Suzanne Hering ou Rachel Pankhurst ont analysé et travaillé justement sur la spécificité de ces formes écrites qui sont asynchrones, mais qui peuvent paraître synchrones, qui ont de l'anonymat et qui permettent justement un certain nombre de choses, entre autres de se dévoiler plus facilement du fait de cette protection de l'anonymat. Alors, la résonance sémantique, telle que moi je pourrais la définir, c'est un ensemble de connexions de récurrence, de sens, qui apparaissent à travers les différentes interventions des scripteurs. La résonance sémantique renvoie à la manière dont certaines idées, concepts ou thématiques vont revenir, vont se renforcer et vont se transformer au fil des échanges dans un espace discursif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a les mots qui vont s'imbriquer et former, mais pas uniquement. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette résonance sémantique, elle va accentuer aussi les divergences et les convergences. Donc là, je prends des verbes intimes pour dire qu'il y en a qui sont d'accord, ça discute, quoi, ça discute réellement. Et ce qu'on voit, c'est que certains vont travailler leurs réponses sur un A4, sur leur ordinateur, vont faire copier-coller et vont le remettre. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui s'opère et qui est vraiment du type de... C'est pas de l'émotionnel pur, quoi. Il y en a, forcément, mais pas que. Qu'il y a des nuances aussi, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a vraiment, pour certains, la volonté de nuancer et de faire même... Et donc d'enrichir, et puis il y en a qui le disent, j'apprends des choses, c'est intéressant, je change d'avis. Donc voilà, c'est... alors bien sûr, il y a toute la dimension émotionnelle et qui est nécessaire, hein, parce que cette émotion, c'est aussi une matière à servir d'exemple. Souvent, c'est donné un peu comme une sorte de vérité. Je ressens ça, donc c'est vrai. Et les autres le prennent ou pas. Voilà. Voilà. Donc le but, hein, c'est vraiment de pouvoir analyser les dynamiques à l'œuvre pour bien comprendre l'influence de la vidéo sur ce qu'elle va produire dans les discussions. Et parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces discussions en ligne, mais en fait, ils s'en emparent et ils vont en discuter avec leurs copains, avec leur famille. Donc, cette vidéo, elle va au-delà du simple espace numérique. Je vous remercie. Merci pour la présentation. Alors, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Peut-être une question. Non, s'il n'y a pas de questions, on profitera de la pause et on va passer du coup à la présentation suivante. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je m'excuse parce que j'avais aussi préparé quelque chose qui est beaucoup trop long. Donc, je suis vraiment désolé, on ne m'avait pas dit comme ça. Au moins, je n'ai pas compris comme ça. Donc, je viens de réduire considérablement. Donc, mais c'est peut-être pas toujours trop logique. Peut-être. J'espère que ce soit quand même compréhensible, mais bon, comme j'avais dit, j'ai réduit considérablement. D'abord,
Bon, l'idée, en fait, pour cette présentation nous est venue lorsqu'on a entendu parler, peut-être vous aussi, en fait, de la mort des deux icônes de sport. Vous connaissez certainement Franz Beckenbauer, bon, le German Kaiser, et puis Pelé, bon, la star brésilienne. Donc les deux footballeurs qui sont morts, comme je viens de dire, en fait, récemment. Et puis après, il y avait une idée de Gianni Infantino. En fait, le président de la FIFA disait, pour leur rendre hommage, ce serait peut-être vraiment bien de baptiser en fait les stades, ou au moins un stade, dans un pays étranger ou dans n'importe quel pays ou n'importe quelle fédération, en fait, selon prendre en fait un nom soit de Pelé ou soit de Beckenbauer. Et puis, en France, par exemple, à Paris, il y a déjà maintenant un stade qui s'appelle Stade Pelé. C'est en fait l'ancien stade Bitrou qui se trouve à Paris-Est, quelque part. Donc, la Fédération française a tout de suite agi et a dit « Ah oui, c'est une bonne idée. C'est en quelque sorte une manière de commémorer et peut-être rendre hommage. » En Allemagne, il y avait aussi cette idée. Ouais, il y avait Ottmar Hitzfeld, c'est un ancien entraîneur de Bayern de Munich, qui disait pourquoi pas renommer le stade Allianz Arena à Munich à Franz Beckenbauer Arena. Mais puis après, même les dirigeants, les gens en charge, en fait, disaient ah non, c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on a déjà vendu les droits de nommer ou de dénomination à l'Allianz, donc à cette assurance à portée internationale. Donc c'est plus possible. Donc les deux exemples, juste pour introduire en fait cet exposé, montrent en fait en quelque sorte deux différentes logiques. Une fois, c'est plutôt la commémoration et une fois, c'est plutôt la commodification. Donc une fois, on fait hommage à quelqu'un, une fois, on veut gagner de l'argent ou peut-être on a cette logique de maximiser en fait les rentrées. Donc ici, on fait juste en fait l'opposition en fait de deux concepts qui sont la base de cet exposé-là. Une fois la commémoration et une fois c'est hypercommodification. Donc vous voyez bien, la commémoration est définie par Nystrom as the practice whereby any official name-giving body through a formal decision attributes a person's name to a geographical feature in order to honor or to commemorate him or her. Bon, on voit tout de suite, il y a deux fonctions. Une fois commémorer, une fois évidemment aussi dire où ça se trouve. Ouais. Tandis qu'en fait, la hypercommodification, définie par Giulianotti, est the means that process, or commodification means the process by which an object or social practice acquires an exchange value or market-centered meaning. Commodification is an ongoing one after involving the gradual entry of market logic to the various elements that constitute the object or social practice under consideration. Donc, comme je viens de dire, c'est défini de cette manière, c'est vraiment un ongoing process, donc c'est un procès continu, et la logique de maximer de l'argent est en fait au cœur de cet concept. Et ça, on ne voit pas seulement dans le sport, mais surtout dans le sport, et bon, ça soit peut-être en prenant le naming, mais on pourrait dire aussi tout ce qui est loisir en général. Donc cette commodification, que quelque chose devient en fait une marchandise, est un process assez répandu. Nous avons développé un modèle socio-discursif qui met en lien en fait trois éléments, ou trois composants. C'est une fois le specialized knowledge, bon, on pourrait dire les connaissances spécialisées, le world knowledge, les connaissances du monde, et linguistic knowledge, donc on pourrait dire peut-être tout ce qui fait référence à la langue. Bon, specialized knowledge, dans ce domaine-là, on pourrait par exemple dire, ça pourrait faire référence au fait, par exemple, à un club, par exemple. Si quelqu'un, par exemple, un supporter du foot, par exemple, qui s'identifie largement ou fortement à un club, il va peut-être connaître le nombre de membres, par exemple, les couleurs, les chansons qu'on chante, par exemple, peut-être un événement particulier.
etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de spécialisé, ceux qui sont peut-être les supporters en quelque sorte fortement engagés. Ouais. Linguistic knowledge, c'est plutôt tout ce qui concerne la langue, comme je viens de dire, mais surtout la construction. Par exemple, dans la langue germanique, on a une autre construction que par rapport à la langue, les langues romanes, par exemple. Donc, pour les germanophones comme moi, on a par exemple cette structure Allianz Arena. Ouais, c'est complètement normal. Au Groupama Stadium, c'est une structure complètement normale. Tandis qu'en France, on dit Stade de France, par exemple, ou Stade Gaston Gérard. Donc, évidemment, la construction change. Donc, pour nous, c'est aussi un élément assez important. Et world knowledge, ça, c'est en quelque sorte, on essaie de mesurer jusqu'à quel, to what extent, donc dans quelle mesure peut-être, quelqu'un est engagé, il s'identifie avec quelque chose. Par exemple, si je suis quelqu'un qui va tout le temps au stade, j'ai peut-être mes habitudes. Hein? J'ai peut-être, on pourrait dire, un sense of place, sense of belonging. Donc pour moi, en fait, d'être dans le stade, c'est plus qu'aller au stade. Je rencontre mes copains, par exemple. Je chante les mêmes chansons, par exemple. J'ai vécu les éléments favorables ou très heureux. Hein? Peut-être j'ai vécu les moments inoubliables, etc. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui me donne après, ça va après, en quelque sorte, influencer la manière de penser, ou ma manière de penser. Donc, en prenant en fait ça comme base, les quelques réflexions théoriques, nous avons formulé 3 hypothèses. Donc, premièrement, nous supposons qu'en raison des différents contextes nationaux, le nombre d'éponymes et des noms de sponsors en tant que marqueur d'identité visible et audible est réparti différemment d'un pays à l'autre. Notre deuxième hypothèse est, nous supposons que l'évolution que nous mesurons au nombre de changements de nom de stade varie considérablement en raison d'une culture du souvenir d'identitaires différentes. Et enfin, la troisième hypothèse est, nous affirmons que l'affiliation à une ligue, la capacité d'accueil, l'année de construction, la propriété et la famille linguistique influencent la pratique de dénomination des stades qui, pour nous, est un marqueur d'identité important. Pour vérifier notre modèle ou nos hypothèses, nous avons extrait environ 3500 noms de stades sur transfermarkt.de avec des variables numériques, telles que la capacité, par exemple, d'un stade, l'année de construction, et d'autres variables de type string, donc, par exemple, les noms précédents. Nous analysons l'ensemble des données traitées à l'aide de méthodes descriptives et inférentielles, telles que les tests du Ki2, ainsi qu'une régression linguistique binaire que je présente vite fait aujourd'hui. Afin d'isoler 2 variables, l'appartenance à une ligue, donc on a fait top league versus underdog league, et la famille linguistique, donc les langues germaniques et les langues romanes. Nous avons sélectionné 150 noms de stades, de clubs de football de première et de deuxième division pour la saison 2022-2023 en Allemagne, en France, en Roumanie et aux Pays-Bas. La première graphique montre la répartition de la variable catégorie linguistique par pays. Donc, on voit clairement, ou on peut observer que la répartition diffère considérablement d'un pays à l'autre. En Allemagne et aux Pays-Bas, les noms de sponsors sont les plus fréquents, suivis par les toponymes et les éponymes, tandis qu'en France et en Roumanie, les éponymes dominent, suivis par les toponymes. Les 2 graphiques suivants montrent la grande stabilité des éponymes en France, d'une part, et l'accélération constante de la commodification des noms des stades en Allemagne, d'autre part. On constate qu'en France, une fois qu'un éponyme a été trouvé, il est plus modifié,
alors qu'en Allemagne, les noms des sponsors sont souvent remplacés de manière pragmatique par des nouveaux noms de sponsors. Et moi, sur la base de nos 3 hypothèses et compte tenu de nos résultats préliminaires, nous avons effectué une régression linguistique binaire. Le modèle global qui ressort les tests omnibus est statistiquement significatif par rapport au modèle nul. Les pourcentages de précision de la classification montrent que le modèle a prédit et classifié correctement 78,7% de tous les cas. Le R carré de Nagelkirky indique la quantité de variance expliquée, ce qui représente, selon Backhaus et ses collègues, une bonne adéquation. Donc, on parle good goodness of fit test entre le modèle et les données. En outre, 3 des 4 catégories individuelles, le pays, l'année de construction et propriété, sont significatifs, alors que la capacité d'accueil ne l'est pas. Concrètement, la variable pays indique que la probabilité qu'en France, un stade porte le nom d'un sponsor diminue d'un facteur 0,152 ou inversement que la probabilité qu'en Allemagne un sponsor achète les droits de dénomination d'un stade augmente d'un facteur 6,58 par rapport à la France ou même d'un facteur de 25,64 par rapport à la Roumanie. En outre, si l'année de construction augmente, les chances, on parle des odds ratio, c'est indiqué là, odds ratio, augmentent de 2%. Enfin, la probabilité qu'un stade appartenant à son propre club et portant le nom d'un sponsor diminue d'un facteur 0,2 ou inversement, la probabilité qu'un stade appartenant à une société portant le nom d'un sponsor augmente d'un facteur 4,4 par rapport au stade appartenant à un club. Donc, la conclusion, sur la base de ces résultats, nous pouvons confirmer les hypothèses largement. Il est évident que la pratique de dénommer les stades diffère largement d'un pays à l'autre. En France, et un peu moins en Roumanie, une importance particulière est accordée aux personnalités. En France, surtout aux maires et aux héros de guerre, tandis qu'en Allemagne et aux Pays-Bas, les anciens toponymes sont remplacés par des noms de sponsors qui, à l'expiration du contrat de dénomination, sont aussi pragmatiquement remplacés par de nouveaux noms de sponsors. En outre, il peut être corroboré que l'évolution des noms de stades varie également en grande partie en raison des différences nationales, donc de la culture identitaire de la commémoration. Alors qu'en France, les éponymes de personnalités locales sont extrêmement stables, en Allemagne et aux Pays-Bas, l'alternance des noms de stades commerciaux sans aucune fonction commémorative domine largement. Finalement, la régression logistique binaire confirme que le modèle global, incluant les variables pays, année de construction et propriétaire, est également fortement significatif, prédit correctement environ 79% de tous les cas et indique une bonne adéquation entre le modèle et les données. Donc, d'autres recherches encore à effectuer ou qui pourraient être peut-être intéressantes devraient étudier l'influence des supporters de football sur la dénomination des stades comme marqueur d'identité. Enfin, il serait également intéressant d'étudier dans quelle mesure l'évolution de l'environnement social et politique ou des cadres institutionnels influence la pratique de dénomination des stades. Bon, je vous remercie et bon, je m'excuse pour quelques défauts en français. Pardon. Alors, quelques fautes. Je vous propose peut-être de passer directement à la pause ou si vraiment il y a une question, si quelqu'un a une question qu'il veut poser, sinon, ou alors
on passe à la pause tout de suite. On peut continuer la discussion pendant la pause. Ok, bon, à la pause alors.